Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture de septembre. Un mois qui a été chargé en lecture, parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, j'ai 11 lectures ce mois-ci, mais qui n'a pas été un mois exceptionnel en termes de lecture. J'ai été globalement assez mitigée sur la plupart de mes lectures, mais il y a quand même un coup de cœur. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence avec la VO. Ce mois-ci, j'ai lu Off to the Races de Elsie Silver, le premier tome de sa saga Gold Rush, qui est la toute première saga qu'elle a publiée, et dans laquelle on va suivre, pour ce premier tome du moins, Vaughn, qui reprend le ranch de son grand-père et qui découvre que ce dernier est impliqué dans un énorme scandale de triche équestre. Pour réhabiliter un petit peu le nom de son grand-père mais aussi la réputation des écuries, Vaughn décide d'embaucher un dresseur, ou plutôt une dresseuse dans son cas, afin de dresser un étalon. Il ne se laisse pas approcher, encore moins monter, donc vraiment c'est pas une partie de plaisir. Mais ça ne fait pas peur à Billy qui elle ne veut qu'une chose, prouver qu'elle mérite sa place. Évidemment vous vous doutez qu'il va y avoir une petite histoire d'amour patron-employé sur fond d'Enemies to Lovers. J'étais assez curieuse de découvrir la plume d'Elsie Silver avec ses tout premiers écrits parce que j'avais adoré la saga Chestnut Springs et vraiment pas déçue du tout pour ce premier tome. Ça m'a donné des petites vibes d'Heartland, de ce milieu un petit peu ranch équestre, course équestre. Et Heartland c'est vraiment une de mes séries chouchou, une de mes séries cocooning que je me fais généralement une saison en hiver, fin d'automne, début hiver, par là autour. Vraiment j'adore cette série. Elle est hyper longue en plus et c'est une des séries télé qui a bercé mon enfance et qui m'accompagne encore aujourd'hui, donc vraiment ça m'a fait très plaisir d'essayer de retrouver un petit peu cette ambiance au travers des livres. Évidemment ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est chou, on rigole bien, la dynamique entre les deux personnages elle est assez spicy. Billy se laisse pas faire, elle a un sacré caractère, Vaughn est tout aussi têtu donc forcément ça donne des petites scènes où il se frite bien, bien comme il faut. Et il y a ce côté très page turner où on a toujours envie de savoir la suite, la fin m'a arraché des larmes alors que je m'y attendais pas. Et évidemment ça a été une si bonne lecture que j'ai pas pu m'empêcher de lire le tome 2 et d'enchaîner avec Photo Finish. Cette fois-ci on va suivre Cole, le frère de Vaughn, qui débarque dans le ranch de son frère pour l'aider et qui va faire la rencontre de Violette. Violette que vous connaissez certainement si vous avez lu la saga Chestnut Springs parce que c'est la sœur des trois frères qu'on suit, qui elle est jockey et qui a eu un mauvais accident, une mauvaise chute de cheval, et qui se retrouve un petit peu immobilisée, ce qui fait qu'elle ne peut pas monter et qu'elle peut pas non plus retourner dans son appartement parce qu'il est un petit peu trop escarpé, il est pas très pratique d'accès quand on a une jambe sur laquelle on n'est pas très stable. Vaughn et Billy lui proposent de rester avec Cole parce que il a une chambre en fait libre là où il réside et en plus elle n'aura pas à monter d'étage. Sauf qu'ils se doutent pas un seul instant que Cole et Violette se connaissent très bien puisqu'ils se sont rencontrés en ligne il y a un petit moment de ça et qu'ils ont arrêté de se parler du jour au lendemain. Je vous en dis pas plus. J'ai un petit peu moins aimé ce tome là parce que je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher la dynamique entre les personnages par rapport à Billy et Vaughn. En plus quand je les ai enchaînés j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison. Même si je trouve que dans ce tome là il y a vraiment des thèmes qui sont abordés qui sont beaucoup plus adultes et beaucoup plus sérieux et beaucoup plus difficile à lire aussi. On parle de stress post-traumatique, ça va parler aussi d'handicap, enfin, il y a un certain nombre de thèmes qui font que voilà, on est sur une lecture un peu moins légère, mais ça m'a pas empêché de l'aimer quand même énormément et de trouver cette histoire vraiment choupi. Livre suivant que je vous ai déjà présenté dans mon précédent book haul, il s'agit de Powerless de Lauren Roberts. Ici on va suivre une société dans laquelle les élites ont des pouvoirs suite à une maladie qui leur a du coup conféré des pouvoirs, tandis que ceux qui sont nés ordinaires sans pouvoir, eux, sont bannis du royaume et exécutés. Et ici on va suivre Paedine qui elle est née ordinaire mais qui se fait passer pour une psychic en anglais, une empathe, une télépathe en français, je sais pas trop comment ils l'ont traduit, mais voilà, quelqu'un qui est capable de ressentir les sentiments, ce qui fait qu'elle peut arriver plus ou moins à survivre parmi la population sans trop se faire remarquer. Sauf qu'un beau jour elle va rencontrer, elle va surtout sauver la peau du deuxième fils du roi qui n'est autre que celui qui s'occupe d'exécuter les personnes comme elle. Elle attire tellement l'attention qu'elle va se retrouver à devoir participer à des espèces de jeux qui ont lieu tous les 6 ans, quelque chose comme ça, un certain laps de temps, pour démontrer les pouvoirs des élites à la population. Et le but de Paedine, ça va être de survivre sans se faire remarquer. Figurez-vous que ça a été une déception. Vraiment, je m'attendais à
beaucoup de choses de ce roman parce que j'en avais quand même vachement entendu parler, j'en avais entendu que des très bons échos, donc j'avais quand même mine de rien quelques attentes et en fait bah ça l'a pas fait plus que ça, j'ai pas passé un très mauvais moment de lecture, c'est à dire que demain je vais pas pleurer si jamais vous me dites que je dois le relire, mais j'en attendais plus. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez téléphoné comme intrigue, ça m'a beaucoup fait penser à d'autres YA du genre, ça m'a évidemment beaucoup rappelé Hunger Games mais pas que, ça m'a rappelé un petit peu des vibes de La Sélection, ça m'a rappelé aussi un petit peu Shatter Me, ça m'a rappelé voilà plein d'autres, même un peu divergentes sur les bords, enfin, ça m'a rappelé plein d'autres classiques du YA, ce qui fait que j'ai un peu de mal à savoir où est l'originalité de cette intrigue et du coup à me plonger à 100% dans l'histoire parce que chaque fois, chaque page presque me rappelait quelque chose. Donc c'était un petit peu compliqué de me sentir impliquée dans cette histoire. En plus que je trouvais que les événements étaient relativement prévisibles jusqu'à la fin du livre en fait, où la révélation finale m'a quasiment fait ni chaud ni froid et m'a pas donné envie de me jeter sur la suite, ce qui je trouve est assez révélateur pour le coup. En tout cas pour ma part, parce que si un livre me plaît vraiment, je vais pas attendre 10 000 ans pour me ruer sur la suite. Vraiment je suis capable d'enchaîner toute une saga comme ça si les fins de tomes me retournent le cerveau. Ce qui n'a pas du tout été le cas avec celui-ci. Je trouve qu'on a un manque d'implication émotionnelle aussi. J'attendais vraiment le moment où il y allait avoir un truc qui allait se passer et où j'allais me dire ah ça y est on rentre dans un truc qui m'intéresse plus parce que voilà je sais pas il y a une mort incroyable ou que je m'y attendais pas, et en fait j'ai l'impression que les événements qui avaient vocation à être un petit peu dramatiques ont été adoucis et où l'autrice n'a pas été au bout de ce que ça aurait pu être. Ça m'a fait un petit peu l'effet, je sais pas si vous voyez les films Marvel, mais où il y a un événement un peu tire-larme qui se passe, ou un truc un peu sérieux, un peu grave, où ça va être désamorcé dans la minute qui suit par une blague, histoire de refaire tomber le truc. Bah, ça m'a fait un petit peu cet effet là et Powerless, l'humour en moins. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup l'impression d'un dommage à certains moments. Ce qui fait que je suis un petit peu passée à côté, mais j'ai pas de doute que ça plaira au grand ensemble. Je lirai quand même la suite parce que j'ai envie de savoir un petit peu où l'histoire va m'emmener et si mes impressions de ce premier tome vont être confirmées dans la suite ou si alors l'autrice va me pondre un retournement de situation que j'ai pas vu venir. Donc je suis quand même curieuse. Dans l'ensemble je vous conseillerais quand même, mais je pense pas qu'il faut que vous vous attendiez à un truc qui va révolutionner le genre. Autre lecture que je vous avais présentée dans ma palle automnale, il s'agit de la brique qui est House of Bravest Sky de Sarah J. Maas, le tome 2 de Crescent City. Voilà, bricasse, en plus il est lourd, c'est vraiment... Je vais pas m'amuser à vous faire un résumé de ce tome 2. Pour ce qui était du tome 1, on suivait Brice Quinlan qui retrouve un beau jour alors qu'elle rentre de soirée sa meilleure amie et une grosse partie de ses amis morts dans des conditions absolument atroces, et évidemment elle va se retrouver être la première soupçonnée, suite à quoi on va lui attribuer un ange pour la garder à l'œil, et de son côté elle va essayer évidemment d'enquêter et de comprendre ce qui a bien pu arriver à sa meilleure amie. Donc je vais pas m'attarder sur le tome 2, on reprend à peu près où on avait laissé nos personnages. Moi je sais que je me souvenais assez bien de la fin pour le coup, parce que ça m'avait assez marqué, et je trouve que pour le coup avec ce tome 2 on revient assez vite où le tome 1 nous avait laissé, on se remet dedans assez rapidement aussi, donc ça c'est assez agréable. Par contre il est beaucoup trop long, vraiment j'ai passé la première moitié du livre à être bien dans l'histoire, il y avait une bonne dynamique, j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qu'on nous a présentés aussi, je trouvais que l'enquête était assez intéressante. On apprend encore des choses sur le personnage de Danica qui est du coup la meilleure amie de Price, décédée dans le premier tome, mais il y a toute une deuxième partie du roman où j'ai trouvé que c'était long, qu'on pataugeait dans la semoule, que c'était pas très intéressant, que on essayait de faire traîner l'intrigue pour essayer de faire traîner l'intrigue, et moi ça m'énerve en fait quand ça se passe comme ça. Donc j'avais un petit peu hâte qu'on arrive à la fin et qu'on ait le dénouement de tout ça. Le dénouement, alors évidemment les 150 dernières pages il se passe plein de trucs, il y a plein de révélations, on comprend d'autres trucs qui font qu'on a envie de connaître la suite et ce qui va se passer dans le troisième tome. Surtout vu la fin, je pense que les gens qui auront lu la fin voient très bien les dernières lignes ce dont je veux parler. Je suis assez curieuse de lire le tome 3, j'ai en même temps très peur parce que vu la fin de ce tome 2, je suis pas 100% en confiance et je suis pas 100% ok avec le choix de l'autrice, mais bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'essaierai de pas attendre 1 an et demi, 2 ans avant de lire la suite pour le coup, mais dans l'ensemble ce fut une assez bonne lecture. On va rentrer dans la catégorie et dans la partie des lectures plutôt moyennes,
et on commence avec un livre pour lequel j'avais beaucoup d'espoir. Il s'agit de La couronne d'aubépine de Cléo Blacou de chez Corrigan. Pour l'histoire, on va suivre Théa qui est l'héritière de la cour de la lune et qui, à la suite d'une vision, voit l'entièreté de sa famille être décimée par la cour du soleil et par le prince de la cour du soleil. Et afin de changer un petit peu le cours de l'histoire et d'éviter ce destin funeste à ses proches et à elle-même, va s'infiltrer en tant que garde royale dans l'armée de la cour du soleil, mais pour ce faire, comme il n'embauche pas les femmes, enfin comme il ne recrute pas les femmes plutôt, elle va devoir se grimer en homme. Et de l'autre côté, on va suivre Arkham qui lui lutte pour sa survie parce que s'il n'est pas couronné, s'il ne prend pas la suite de son père, il sera assassiné. Sauf que le problème, c'est que les failles qui sont touchés par la magie démoniaque ne peuvent pas prétendre à la couronne. Donc sur le papier, ça avait l'air vachement cool. Il y avait une vibe un petit peu de Mulan qui moi m'intéressait et m'intriguait énormément. Et en fait, j'ai eu un gros problème avec le style d'écriture de l'autrice où je trouvais que c'était assez difficile à lire. C'est notamment le personnage de Théa parce que même si Théa est censée avoir plus de 20 ans, j'avais l'impression qu'elle se comportait et qu'elle parlait un petit peu comme une ado. Ça m'a vraiment un peu gênée. Alors on sait qu'elle s'est expliqué qu'elle vient de l'armée, donc elle a pris certains tics de langage et une certaine manière de se comporter de l'armée, donc un peu rustre, un peu brut de décoffrage. Mais voilà, j'ai eu énormément de mal à m'attacher à elle, c'est pareil, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage d'Arkham que je trouve pas vraiment intéressant et pour lequel j'ai eu absolument aucune empathie. Donc voilà, n'appréciant pas plus un personnage que l'autre, j'ai eu un petit peu de mal à vraiment rentrer dans l'histoire et à m'attacher du coup au personnage. En plus je trouve que l'intrigue, si sur le papier elle donne envie, elle part vraiment dans tous les sens, j'ai l'impression que l'autrice a voulu rajouter des caisses de sous-intrigue en sous-intrigue pour au final s'éloigner complètement de l'intrigue de base, ce qui fait que je me suis perdue. Voilà, j'ai eu l'impression de lire un truc qui se voulait compliqué, aller droit au but pour l'intrigue, ça aurait été vachement plus efficace. Énorme déception parce que vraiment je pensais adorer et au final pas plus que ça. On poursuit dans les déceptions avec un tout petit livre, un tout petit roman, si on peut appeler ça roman parce qu'il fait 83 pages exactement. Il s'agit de Paris 1000 vies de Laurent Godet chez Babel. Laurent Godet, j'avais lu L'étranger il y a quelques années que j'avais absolument adoré et j'avais très envie de découvrir un autre de ses livres. Malheureusement celui-ci, ça l'a moyennement fait. Ici on va suivre notre narrateur qui sort de la gare de Montparnasse un soir et qui va se faire toucher, frôler. Il va y avoir une rencontre avec un homme un peu bizarre et le narrateur va se retrouver projeté dans les rues de Paris. Et surtout il va voir un petit peu les âmes qui hantent ces rues. Le problème que j'ai avec ce livre, c'est que je connais très mal Paris. Donc si on commence à me décrire les rues, à me dire il y a telle rue, tel machin, tel truc bidule, moi j'arrive pas à me repérer. Et voilà, ça me perd, je peux pas rentrer dans l'histoire parce que je connais pas en fait. J'ai absolument aucun repère et à partir de là ça devient très compliqué. En plus j'ai trouvé que, bon déjà c'est extrêmement court et c'est là aussi le problème, c'est que tout se passe très vite en fait. J'ai vraiment pas compris grand chose en fait à ce roman, à cette histoire. Ça part dans des envolées lyriques, ça se veut très vif, avec l'impression qu'il se passe énormément de choses, mais beaucoup de choses, alors oui c'est très bien écrit, c'est une écriture voilà très alambiquée, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, moi en l'occurrence ça l'a pas fait, mais pour dire quoi en fait, quel est le propos, je sais pas, je pense savoir à peu près où l'auteur voulait en venir avec le propos de base, mais je trouve que c'est pas forcément très bien exécuté. J'avais qu'une hâte, c'est que ça se finisse. Ça fait 83 pages mais j'ai eu l'impression que ça durait bien plus que ça. Donc malheureusement tant pis. Je réessayerai un autre Laurent Godet à un autre moment, mais celui-là m'a fortement refroidi et je vous le conseille pas. D'ailleurs si vous en avez de Laurent Godet que vous avez vraiment beaucoup apprécié, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas envie de rester sur une déception. On enchaîne avec une autre déception, mais moindre déception cette fois, puisqu'il s'agit de Le Neveu d'Amérique de Luis Sepúlveda aux éditions Point. Ici on est plutôt sur un ensemble de chroniques dans lequel l'auteur va raconter ses voyages en Amérique latine, mais pas que aussi, puisqu'il va aller en Espagne et on va assister à plein d'aventures, plein de rencontres de différents personnages qui ont alimenté la vie du narrateur. Pareil, mini déception ici, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé la fin, mais j'ai beaucoup moins aimé ce qu'il y avait au milieu, parce que le problème que j'ai quand c'est des espèces de bouts de chronique comme ça, de bouts de vie,
assemblées les unes aux autres, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre les histoires, ou alors le lien est vraiment sous-marin. Vraiment j'ai pas trouvé ça très intéressant, j'ai pas forcément eu cette impression de voyage. Après je pense que je l'ai peut-être pas forcément lu à la bonne période, peut-être que j'aurais beaucoup plus apprécié si je l'avais lu à un autre moment. J'ai quand même entendu beaucoup de bien de Luis Sepúlveda et je suis pas contre lire un autre de ses ouvrages pour me faire une vraie idée. On continue avec une bien meilleure lecture puisqu'il s'agit de La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose de Diane Ducret aux éditions J'ai lu. Ici on va suivre Enaïde qui, alors qu'elle est en voyage d'affaires au fin fond de la Pologne, va se faire larguer par téléphone. Évidemment on lui sert absolument toutes les phrases de rupture cliché qui, je pense, on a tous au moins entendu au moins une fois, du c'est pas toi, c'est moi, c'est pas le bon timing, tu sais, je suis pas prêt psychologiquement à une relation. Bref, ce genre de phrases. Et à partir de là, elle va se remettre en question et refaire un petit peu tout le chemin de sa vie sur pourquoi est-ce que personne ne l'aime, alors qu'elle est drôle, qu'elle est brillante, qu'elle est sympa, qu'elle est jolie, et pourtant personne ne semble vouloir d'elle, ou en tout cas ne semble pas vouloir suffisamment d'elle pour rester. Contrairement à ce que implique le résumé et la couverture, qui est toute mignonne, et le titre qui est franchement assez fun, ce livre est pas fun du tout, vraiment pas. Je vous conseille vraiment de checker la liste des trigger warnings parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et pourtant ça l'a fait avec moi. On retrace vraiment toute la vie d'Enaïde, de son enfance à son adolescence en passant par sa vie d'adulte, alors qu'elle a vécu des trucs vraiment pas fun dans sa vie. Parce que autant au début on passe un bon moment et c'est assez fun et c'est drôle, alors que les sujets abordés sont vraiment pas drôles, mais parce qu'on le voit du point de vue d'un enfant, plus on grandit, plus les événements nous prennent de plein fouet. Et pour le coup, il y a eu plusieurs moments où je me suis sentie assez mal, jusqu'à la fin où qui m'a vraiment fait chialer. Vraiment j'ai pas mal pleuré ce mois-ci sur mes lectures, mais alors je crois que celui-là il détient la palme. Et c'est pour ça que je dis vraiment, regardez la liste des trigger warnings avant de commencer votre lecture si ce livre vous intéresse, parce que j'étais pas prête du tout à ce qui m'attendait et j'aurais bien aimé savoir dans quoi je m'embarquais avant. Je pense que ça plaira pas à tout le monde parce qu'il y a une espèce, un moment de surenchère du drame où on a l'impression vraiment que l'autrice a voulu caser tout ce qui peut être absolument dramatique dans la vie de quelqu'un et qu'elle a voulu le condenser en 300 pages. Mais moi ça m'a pas plus gênée que ça, vraiment j'ai trouvé que c'était un roman qui donnait un peu d'espoir, même s'il est vraiment très noir. On passe à une bien meilleure lecture cette fois puisque c'était un coup de cœur, et là vous allez dire mais tu le lis maintenant? Oui, 100 ans après tout le monde. Il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je vais pas vous le présenter, je pense que vous l'avez vu partout, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram, sur BookTok, absolument partout. Moi il faut savoir que les livres qui sont encensés un petit peu comme ça par absolument tout le monde crie au chef-d'œuvre en disant c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est tout ce que tu veux, j'ai toujours tendance à me méfier parce que généralement il y a de grandes chances que si moi je le lis je sois déçue parce que j'en attends beaucoup trop. Donc j'ai laissé un petit peu la hype retomber et je l'ai lu là récemment, et écoutez, je vais pas vous faire de faux suspense, hein, je l'ai adoré, je suis du même avis que tout le monde. Vraiment lisez ce livre, incroyable. Pour l'histoire, on va suivre Monique qui est une journaliste qui va se retrouver du jour au lendemain appelée par sa rédaction pour faire l'interview d'Evelyn Hugo, qui est la star des années 30-40 d'Hollywood et qui décide de vendre une partie de ses robes aux enchères, ses robes emblématiques aux enchères, et qui souhaite donner une interview à Monique précisément à ce sujet. En tout cas ça c'est le prétexte sur lequel est envoyée Monique, sauf que Monique se rend très vite compte que Evelyn Hugo n'a absolument pas l'intention de lui donner une interview classique, elle a l'intention de lui raconter toute sa vie, puisque ce que souhaite Evelyn c'est que à sa mort, Monique publie un livre, publie la biographie d'Evelyn Hugo. J'ai trouvé l'ambiance d'Hollywood absolument incroyable, les sujets qui sont racontés absolument passionnant, j'ai adoré le personnage. Alors j'ai adoré, non c'est faux. J'ai trouvé le personnage d'Evelyn incroyablement bien construit. Ça c'est vrai, je l'ai trouvé absolument fascinant. Elle est pas parfaite, très loin de là. C'est un personnage qui est moralement ultra discutable et tout ce que vous voulez, mais j'ai trouvé comme qu'il y avait une humanité chez elle et une honnêteté dans la manière de raconter sa vie qui était absolument fascinante, tant bien que j'ai l'impression qu'Evelyn Hugo a absolument existé et que je peux voir ses films demain si j'en ai envie. Le seul truc qui moi un petit peu déçu, et le seul point un peu négatif que je trouverais à redire, c'est que tout le roman nous fait croire qu'il va y avoir une révélation finale absolument
oufissime qui va nous faire détester le personnage d'Evelyn Hugo. Voilà, moi ça m'a fait l'effet d'un soufflet. J'étais un peu là, ouais bon, tout ça pour ça, on aurait pu se passer de ce genre de révélation. Je trouve que ça apporte rien au récit. Ce qui je trouve est fascinant, ça reste la vie d'Evelyn Hugo, et on aurait mis cette histoire de plot twist, on l'aurait passé à la trappe, ça m'aurait pas gêné, au contraire. Je pense qu'il mérite très largement sa réputation. Je l'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur, c'est même clairement une de mes meilleures lectures de l'année. Donc si vous ne l'avez pas lu parce que vous êtes comme moi, vous avez un peu peur de trop en attendre, vous inquiétez pas, allez-y les yeux fermés. Avant-dernière lecture, on va passer très vite dessus, il s'agit de L'Art de ne pas dire de Clément Viktorovitch et Ferdinand Barbet aux éditions du Seuil. Je vous l'ai présenté dans mon book haul en vous disant que je l'avais déjà lu. On va passer très vite dessus parce que c'est une pièce de théâtre de 68 pages, donc il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est qu'on va suivre un conseiller politique qui vient de se faire virer par le président de la République, président qui au passage a été élu grâce au conseil de ce conseiller de com, interprété par Clément Viktorovitch, et ce conseiller, pour se venger, va tenir une conférence dans laquelle il va dévoiler toutes les subtilités et toutes les arnaques entre guillemets de la communication politique. J'ai beaucoup aimé le texte, mais ça reste une pièce de théâtre, donc pour moi c'est à voir, bien plus qu'à lire, mais étant donné que Clément Viktorovitch n'a pas de date annoncée par là où j'habite, bah à défaut j'ai décidé de lire la pièce. Est accompagné de la pièce un petit recueil intitulé Saccage du langage, où il revient sur certaines phrases prononcées par des hommes politiques, allant de Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron en passant par Boris Johnson, Donald Trump, où il vient replacer la phrase dans le contexte en rappelant les faits, histoire de démontrer que c'est pas parce qu'un politique dit quelque chose que c'est fondamentalement vrai. J'ai passé un chouette moment et c'est tout ce qui compte. On finit ce point lecture avec un livre que je vous ai également présenté dans mon book haul. Il s'agit de Les jeunes, c'est l'avenir de Jean Massier aux éditions Payot. Pareil, que j'ai beaucoup aimé. C'est un appel aux politiques pour laisser plus de place à la jeunesse dans nos institutions et dans notre démocratie et dans le débat public. Relativement bien construit. J'ai eu l'impression de lire un coup de gueule de 260 pages. Je pense que ce livre-là est un très bon complément du livre de Salomé Saké que je vous mettrai quelque part à l'écran. Je trouve que lire les deux, vous avez le livre de Salomé Saké qui est plutôt une enquête journalistique, et ici c'est plutôt un appel, un cri du cœur même, j'aurais même tendance à dire, mais qui regroupe le même sujet en fait. Donc je l'ai trouvé très intéressant. Si jamais il vous tente mais que vous avez peur que ce soit trop compliqué parce que c'est un essai et que vous avez peur qu'on emploie des mots compliqués ou des concepts et tout ce que vous voulez, sachez que c'est très oral comme style d'écriture. En fait j'avais l'impression qu'on me parlait directement. Il y a des gros mots, il y a du verlan, il y a du... voilà, il y a vraiment plein de trucs, il y a des refs, à Minecraft si vous voulez tout savoir. Bon, il y a plein de choses dans cet essai qui fait que ça se lit très rapidement. Moi je l'ai quasiment lu en quelques heures, je me suis assise un après-midi, je l'ai lu. Voilà, c'en est fini de mon point lecture pour ce mois de septembre. Dites-moi ce que vous avez lu dans les commentaires, et surtout le livre que vous avez adoré, qui vous a enchanté votre mois de septembre. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime. Tu sais que ça aide pour le référencement. Et ciao, bye!